Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Vous aimez le sport et vous aimez tous les sujets qui traînent autour, qui circulent autour, et ben vous êtes sur la bonne radio, c'est Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec le camarade Clément Arion. Bonjour Clément. Bonjour Maxime, bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle pour nos fidèles auditeurs que c'est grâce à vous qu'on a vécu ces JO dans tous leurs états, c'est le cas de le dire, pendant de nombreuses semaines ici même. Et aujourd'hui nous avons encore un beau programme. Un très beau programme même, on va parler des Jeux Paralympiques. Quelles infrastructures sont prévues? On sera avec Ludivine Munoz, ancienne championne paralympique de paranatation. Elle est désormais responsable de l'intégration paralympique et de l'accessibilité. Elle sera avec nous aux alentours de 12h45 en fin d'émission. On va aussi rejoindre un athlète français qui a participé à ces Jeux Olympiques. Il a participé aux épreuves de tir. Il est poissonnier dans la vie de tous les jours. Sébastien Guerrero. On fera un petit retour d'expérience avec lui. Exactement. Et puis on parlera aussi des retombées économiques de ces Jeux pour tous les commerçants. Est-ce que ça a été bénéfique pour tout le monde ou pas? On verra ça, on en parlera avec Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France indépendants. Et en début d'émission, on va aller se réjouir, on va dire, du succès de ces sports collectifs qu'on a pu apercevoir, comme en 2021 à Tokyo. Ce sont eux qui ont rayonné durant ces JO, mon cher Clément. Cette année à Paris, ce sont 7 sports collectifs qui ont été en finale. Il y a eu le basket 3x3 masculin, les équipes féminines et masculines de basket, l'équipe masculine de football, l'équipe féminine de basket aussi. Bref, énormément de sports et on va en discuter avec vous, Éric Tanguy. Vous êtes le président de la Fédération française de volleyball. Bonjour. Vous nous entendez, cher Éric Tanguy? Bonjour. Oui, je rappelais que vous étiez le président de la Fédération française de volleyball. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Merci, c'est un plaisir. Bonjour Éric Tanguy. Alors l'équipe masculine de volleyball a remporté son 2e titre consécutif après celui de Tokyo en 2021 avec la manière, 3-0 en demi-finale contre les champions du monde italiens, 3-0 en finale contre la Pologne. Comment expliquer ce succès déjà pour commencer? Ce succès, c'est simple, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'engagement de nos joueurs et du staff dans cette compétition qui était préparée de longue date. On savait que c'était une compétition qui était possible, c'était possible de gagner, mais c'était aussi difficile, donc il a fallu vraiment beaucoup s'engager et énormément travailler, préparer cette compétition, et le résultat est au rendez-vous. Alors on a forcément vibré avec cette équipe des volleyeurs masculins. Est-ce que ce titre, il a une saveur particulière par rapport à celui de Tokyo? Oui, parce que d'abord dans le volleyball, il y a très peu de pays qui ont réussi à faire le doublé. On saura que le 3e pays après l'Union soviétique, les États-Unis et maintenant c'est la France qui a réalisé le doublé, et avec une saveur toute particulière de le faire dans son pays, devant son public. Et quel public il y avait à l'Arena Sud Paris. C'était vraiment une ambiance formidable et chaleureuse, et tout le public a été amené derrière l'équipe de France, et c'est aussi un des éléments qui a fait que notre équipe a performé. Ouais, ça a été phénoménal. J'ai eu la chance d'assister moi au quart de finale, par exemple, contre l'Allemagne. La France qui perdait 2-0, finalement on l'emporte 3-2. Est-ce que ça a vraiment joué, selon vous, cette salle surchauffée à l'Arena Paris Sud? Je pense que lorsqu'on est en difficulté contre l'Allemagne, et effectivement mener 2-0 et le 3e set on le domine pas vraiment, je pense que le public a fait la différence. En tout cas, certains joueurs le reconnaissent et l'admettent, et sont heureux que le public les ait aidés à sortir un petit peu de ce match difficile pour remporter les 3 sets suivants, puis ensuite les 2 matchs qui viennent. C'est extraordinaire que vous disiez ça, Éric Tanguy, parce que hier, nos invités, que ce soit Nathalie Péchala, que ce soit même des jeunes participants au Marathon pour tous, justement, étaient étonnés on va dire, d'avoir vécu quelques instants à la place d'un sportif de haut niveau, et de nous dire ici, de nous confier à Sud Radio, mais c'est extraordinaire la ferveur. En fait, ça vous fait parcourir des kilomètres, vous le confirmez. Ça fait, ça fait que les sportifs se dépassent en réalité. Oui, ça donne envie quand on a un tel public. C'était quand même plus de 10 000 personnes dans l'aréna qui encouragent l'équipe de France, qui vibre. Oui, ça ne peut que surmotiver les joueurs. Et une salle comme ça surchauffée, un public phénoménal à ce point-là. Est-ce qu'on voit ça généralement dans le volleyball français, où il y avait vraiment une effervescence JO, selon vous? Non, on le voit régulièrement dans le volleyball français, même si là, ça avait une saveur toute particulière parce qu'on est dans notre propre pays, mais on a organisé déjà des événements avec nos équipes de France. On avait organisé les championnats d'Europe en 2019.
L'an dernier, on a organisé un tournoi de la Volleyball National League où il y avait 9000 personnes dans la Comète à Orléans. Et on a à chaque fois cette ferveur derrière l'équipe de France, derrière les équipes de France, hein, parce que aussi la participation du public à l'événement, c'est quelque chose qu'a développé notre fédération internationale depuis longtemps, le partage de l'expérience. Donc il y a toute une animation qui est faite autour des matchs pour ramener le public et c'est un très gros succès. Alors on a parlé du rugby à 7, du tennis de table. Est-ce que au volley, il peut y avoir aussi un boom des licenciés? Est-ce que vous attendez ça ou pas? En tout cas, on s'y est préparé. On a essayé de s'y préparer au mieux de nos capacités. Lors de la dernière Olympiade, après le titre que l'on a gagné à Tokyo. Il y avait déjà eu un boom des licenciés après Tokyo? Ouais, 70 000. D'accord. Colossal. Ce qui est colossal. Parce qu'il y a combien de personnes qui ont une licence de volley en France aujourd'hui? 222 000. Ah oui, donc c'est énorme, près de plus d'un tiers, oui. Voilà, c'était énorme. C'est-à-dire, on était passé de 240 000 à 210 000, 220 000, quoi. Donc c'est plus de 70 000 licenciés réguliers qui ont rejoint notre fédération et on s'attend aujourd'hui, on a déjà préparé notre rentrée. Alors c'est quoi le chiffre, on va dire, un peu que vous espérez? Bon, on va essayer d'atteindre les 250 000, c'est l'objectif que j'avais fixé pour la fin de l'Olympiade, mais peut-être que la médaille sera un accélérateur pour y arriver plus tôt. Eh ben écoutez, en tout cas le chiffre, on y veillera, Clément Arion. Évidemment, il y a eu l'équipe féminine aussi, parce qu'on parle de l'équipe masculine, Maxime. Votre équipe féminine a été éliminée dès la phase de groupe. Oui. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est un échec d'abord ou pas? Non, il faut pas le considérer comme un échec. Déjà, c'était la première participation de l'histoire de notre fédération pour son équipe féminine. Ensuite, le tirage au sort nous a mis dans une poule très exigeante avec les USA, la Serbie et la Chine, qui sont vraiment 3 pays qui dominent le top mondial depuis plusieurs années. Donc, c'était déjà une poule très très difficile. Ensuite, on a commencé à travailler avec cette équipe de France il y a 7 ans et on savait que 7 ans serait un petit peu juste pour préparer notre équipe à performer. Et donc aujourd'hui, quand on voit quand même le niveau qu'a atteint notre équipe de France, en 2015, quand j'arrive à la tête de la fédération, on est 55e mondial. Aujourd'hui, on est 19e. Mais 19e, ça ne suffit pas pour performer aux Jeux Olympiques. Il faut être dans le top 10. Il y a encore une marche à passer que l'on va s'efforcer de passer la prochaine Olympiade. Bon, alors en tout cas, on a bien noté les différents objectifs, rentrer dans le top 10. Et puis, on veillera, nous, ici à Sud Radio, en tout cas, pour, on va dire, les différents abonnements, on va dire, les différentes licences. Et on vise les 250 000. Merci beaucoup, Éric Tanguy, président de la Fédération française de volleyball, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour retrouver une voix que vous connaissez bien, celle de Jules Boscherini, avec sa chronique. On en parle, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. La radio qui vous fait vivre tous les Jeux Olympiques avec le camarade Clément Arion. Bonjour, et on retrouve maintenant une voix que vous connaissez bien, celle de Jules Boscherini. Rebonjour Jules. Bonjour Maxime, bonjour Clément, bonjour à tous. Et on en parle avec vous parce qu'il y a un Britannique qui a été arrêté après avoir fait quelque chose quand même d'un peu singulier. C'est l'acte d'escalader la Tour Eiffel et il va devoir verser une contribution citoyenne, mon cher Jules. Tout à fait, c'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux dimanche dernier. Un touriste étranger qui filme la scène et qui commente: il y a un mec qui escalade la Tour Eiffel, il vient de passer l'anneau bleu, je ne crois pas qu'il porte de t-shirt. C'est fou, comme vous venez de l'entendre. Et alors, Jules, il était vraiment torse nu ? Oui, et c'est bien ça qui est fou. L'homme qui se la joue Spider-Man ne porte pas de t-shirt, juste un short et des chaussures. C'est un ressortissant britannique qui continue son ascension jusqu'au 2e étage de la Tour Eiffel. Il est arrêté sur les coups de 15 heures pour être placé en garde à vue. À l'issue de cette dernière, il est présenté à un délégué du procureur qui lui annonce qu'il devra verser une contribution citoyenne. Une contribution citoyenne, qu'est-ce que c'est, Jules ? Alors grossièrement, c'est une alternative aux poursuites judiciaires. La mesure est créée par la loi en 2021 et peut aller jusqu'à 3 000 €. Le montant doit être versé à une association d'aide aux victimes et permet, sur décision du procureur de la République, d'éviter de se faire juger devant un tribunal. C'est d'ailleurs ce dernier qui fixe la somme en fonction de la gravité des faits et des ressources de l'auteur des faits. Et quel est l'objectif de cette mesure ? Eh bien, l'objectif, il est d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin à l'infraction et d'éviter la récidive de l'auteur des faits, comme précise le site gouvernemental servicepublic.fr. On notera que le montant de la contribution citoyenne que doit verser le grimpeur n'a pas été communiqué. Et j'imagine qu'on n'a pas exactement, c'est ça, le montant total de la rémunération. Lui le
le sait, mais nous, j'aurais été curieux. On va mettre nos meilleurs enquêteurs de Sud Radio sur le coup. Merci beaucoup, Jules Boscherini. On vous retrouve tout à l'heure. Dans les sujets aussi qui font le tour, parce que vous le savez, ce sont les Jeux Olympiques dans tous leurs états. Il y a aussi les retombées économiques des Jeux Olympiques, mon cher Clément, et on va en parler avec Francis Palombi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération des commerçants de France indépendants, et c'est vrai qu'il y a quand même de fait un bilan économique, mon cher Clément. Eh oui, il y a un bilan concrètement avec des pourcentages de baisse à l'appui. Bon, la saison, le deuxième trimestre 2024 n'a pas été bon pour l'équipement de la personne, la chaussure et d'autres secteurs d'activité. C'est rajouté à cette ambiance plutôt morose, avec des baisses pouvant atteindre 15%, 10%, 30% dans les cas les plus extrêmes, est venue se greffer la préparation des Jeux Olympiques. Alors là, ça a été un grand plongeon pour beaucoup d'entreprises, à tel point que le préfet de Paris-Île-de-France a créé une commission aide dirigée par Dominique Laurent. C'est une commission auprès de laquelle seront présentés nommément pour chaque entreprise qui le souhaiteront. Voilà. Francis Palombi, mais revenons à ce bilan économique des Jeux, Clément. Et oui, Olivia... Il est mitigé. Non, attendez. Je crois qu'il y a un petit problème de son. Question pour vous, Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France indépendants. Francis Palombi, vous évoquez de l'inquiétude chez les commerçants. Il y en avait avant ces Jeux Olympiques. Olivia Grégoire, elle s'est montrée satisfaite. Vous partagez pas sa vision? Écoutez, si on se place sur un plan économique... touristique et organisationnel, selon elle. Voilà, sur le plan de la réussite sportive, de la réussite pour faire briller Paris et la France, je suis comme la majorité des gens, ça a été un événement fantastique. Mais sur le plan économique, il y a eu la préparation des Jeux qui a affecté la plupart des entreprises, et à la suite du démarrage des Jeux, ça s'est beaucoup amélioré. On nous l'avait dit, et ça s'est vérifié. Les choses, la circulation dans Paris, à part certains jours, à certains endroits, s'est fortement améliorée. Oui, il n'y avait plus personne, donc ça aide. Oui, ça aide. Mais par contre, il y a dans la restauration, d'une manière générale, avant, après les Jeux, on est toujours à moins 30%, sauf quelques établissements situés à côté des épreuves, sur le parcours des épreuves, qui ont tiré leur épingle du jeu. Ils étaient au bon endroit où il fallait se trouver pendant cette période exceptionnelle des Jeux Olympiques. On a vu des restaurateurs qui se sont plaints d'une baisse de l'activité, donc finalement ces Jeux n'ont pas été si bénéfiques que ça pour tout le monde. En tout cas, ça dépend du lieu. Voilà, ça dépend du lieu. Économiquement, je ne partagerai pas l'avis d'Olivia Grégoire. Alors, si on se projette dans l'avenir, il y a des commerçants qui m'ont dit moi, ça m'a pas changé grand-chose. Dans Paris, j'étais pas sur le circuit des Jeux, j'ai travaillé comme d'habitude. Et il y a certains commerçants qui m'ont dit, mais on peut espérer pour la capitale des répercussions dans le futur en raison de l'image qui a été donnée des Jeux Olympiques. Il y a un deuxième problème que je vous énumère en tant que responsable de la Confédération, c'est que les Jeux paralympiques démarrent dans 3 semaines. Ça veut dire que la rentrée sera à nouveau affectée pour les commerçants. Et la rentrée pour un commerce, c'est très important. Ça, je voulais quand même l'exprimer sur votre antenne. Et pour vous, les Jeux paralympiques ne vont pas aider ces commerçants? Vous me dites qu'il y a du mieux, qu'il y a eu du mieux en tout cas sur la fin des JO. Une ouverture, une clôture, une organisation. Ce sont quand même des Jeux qui vont continuer. Alors pour le sport, c'est formidable, bien sûr. On ne peut pas être contre les Jeux paralympiques. Moi, je me place à certains moments en observateur économico-économique. Oui, voilà, donc, oui.
Non, allez-y, mais c'est vrai qu'on a plutôt, on va dire, un contre-discours en vous écoutant, Francis Palombi, parce que quand on lit attentivement Olivier Grégoire, à l'écouter, tout s'est bien passé. Une augmentation de 16% des nuitées sur l'ensemble des villes d'hôtes, dont 20% en Ile-de-France, des fréquentations des restaurants, etc. Et donc, avec tout, mine de rien, ce bilan politique, il y a quand même une question qui se pose. Est-ce que vous indemnisez, par exemple, les restaurateurs ou même créer potentiellement un fonds pour les taxis qui n'auraient pas correctement, on parlait de la circulation tout à l'heure, eu la clientèle habituelle? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'indemnisation pour vous, qui êtes, je le rappelle, le président de la Confédération des commerçants de France indépendants? Je vous précise, monsieur, que cette indemnisation, nous y comptons, j'y travaille déjà. Je me suis mis en rapport avec la commission d'aide et la préfecture de l'Île-de-France. Nous y comptons pour certains commerçants, nommément ceux qui sont restés ouverts, ceux qui ont joué le jeu du début à la fin et qui, malgré ça, ont été très affectés et même leur entreprise est dans certains cas en péril. Oui, mais Francis Palombi, quand on vous écoute, et on a écouté aussi beaucoup de taxis, beaucoup de restaurateurs au standard ici à Sud Radio 0826 300 300, ils travaillent pas pour être indemnisés. Ils ont des gens à payer à la fin du mois, donc est-ce que le fait de leur donner de l'argent dans 2, 3, 4 mois, peut-être un peu plus même, est-ce que c'est vraiment la solution? Écoutez, moi je vais vous répondre quelque chose peut-être qui va vous surprendre. Pour certains commerçants, j'en parle parce que c'est une question de vie ou de mort. Pour un commerçant, la mort, c'est fermer le rideau. Mais alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous dites au chef d'entreprise qui nous appelle ici au standard de Sud Radio, qui nous dit, et c'était vraiment beaucoup le cas la semaine dernière ici, durant nos débats, durant les grands débats de l'été, qui nous disait c'est très simple, moi je me lève pas pour être indemnisé. Et moi le problème, il se pose en juillet, il va se poser en août, et au fond, c'est horrible à dire, mais si le petit commerçant que je suis doit crever, eh ben il va crever maintenant, sans indemnisation, ce sera trop tard. Écoutez, alors là, c'est une position de ces commerçants dont vous me parlez, j'en rassemble certains. Bon, là, c'est une position radicale. Ils s'en foutent des aides, ils constatent qu'il y a... Ils s'en foutent pas, mais ils regrettent que c'est pas l'objectif premier. Voilà, une baisse de chiffre d'affaires conjoncturelle très grave, et ils se disent, aide ou pas aide, je vais crever. Alors là, bien sûr, c'est la frange la plus radicale que l'on peut comprendre par rapport à la situation de leur entreprise, parce que ce sont eux qui vivent l'entreprise au quotidien. C'est pas Madame Grégoire, malgré ses compétences. Madame Grégoire voit les choses globalement dans le bon sens du poil. Elle a raison. Sur un certain plan, il faut pas faire de la sinistrose, dire aux gens vous êtes morts, c'est fini, vous en sortirez pas. Non, c'est pas le discours que nous tenons les organisations professionnelles, bien évidemment. Vous vous en doutez. On est là pour les soutenir, les accompagner, les aider, mais il y a des aides qui seront demandées et qui seront, d'ailleurs, si elles ont été créées, si ce fonds de solidarité, si ce fonds a été créé d'aide, c'est pas pour faire plaisir aux commerçants, c'est parce que c'est une nécessité dans certains cas. Et ça, malgré les réactions que vous m'avez émises de certains de mes commerçants, eh bien, je vous dis, il y a quand même la réalité. Merci, la réalité, elle est ce que je vous... Enfin, par rapport à ce que je côtoie des commerçants, tout secteur d'activité, parce que moi, je couvre 25 fédérations professionnelles de branches. Donc, qu'est-ce qui a nuit le plus, selon vous, Francis Palombi? Dans le sens concret et réel de la situation économique, pas comme Francis Palombi qui s'est placé en politique. Et qu'est-ce qui a le plus nuit à tous ces commerces finalement? Vous parlez des lieux, de la sécurité, peut-être des barrières qui étaient mises à droite à gauche. Il y avait les buvettes aussi des JO, les stands de t-shirts, etc. Qu'est-ce qui a fait le plus mal? De la pagaille monstre au niveau, c'est la circulation qui était devenue parfois intenable. Les Parisiens, les autochtones, comme je les appelle, se sont tirés en province, ils sont partis en vacances. Des chauffeurs de taxi m'ont dit mercredi prochain j'arrête, je veux pas aller à la catastrophe. Pour le moment on bosse pas et c'est pas prévu certainement que nous bossions plus tard. Voilà, donc il y a une situation anxiogène qui s'est créée à cause de tous ces préparatifs qui ont été exemplaires sur le plan de la sécurité. Tout le monde est prêt à reconnaître, il n'y a quasiment pas eu un seul incident.
si ça pouvait être ça du 1er au 31 décembre, je pense que les citoyens que vous êtes... Oui, forcément, on apprécierait davantage. Merci beaucoup Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France indépendants. Et puis on reviendra certainement vers vous durant les prochaines semaines pour faire aussi, mine de rien, le bilan économique des Jeux paralympiques. Est-ce que avec le retour des Parisiens, une économie s'est un peu plus développée? Est-ce que les restaurateurs ont pu en profiter? Est-ce que les taxis ont pu, on va dire, s'exercer librement? On y reviendra avec vous dans quelques instants. Le nouveau papier de Jules, c'est un peu le fil rouge de cette émission, les Jeux Olympiques dans tous leurs états. Ça se passe dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite avec le camarade Clément Arion. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Ensemble jusqu'à 13h dans les Jeux Olympiques dans tous leurs états, toujours avec le camarade Clément Arion et le fil rouge humain de cette émission, Jules Boscarini. Et oui, après les Jeux Olympiques, Jules, place aux Jeux Paralympiques. Ils arrivent d'ici 2 semaines, du 28 août au 8 septembre. Et grâce au succès des JO, la billetterie de ces Paralympiques explose. Absolument Clément, les Français sont conquis par les Jeux qui viennent de se terminer. Il reste encore 15 jours avant le début des Jeux Paralympiques. Et Tony Estanguet ne cache pas la réussite de l'événement. Il évoque même au micro de France Inter hier un effet JO observé sur la vente de billets pour l'événement. Aujourd'hui, on vend à peu près 5 fois plus de billets par jour qu'avant le début des Jeux Olympiques. Donc, les Français sont en train de vouloir se saisir de cette opportunité de vivre les premiers Jeux paralympiques de notre histoire. C'est la première fois que la France va les organiser. Et ça va être tout aussi somptueux que les Jeux Olympiques. Même son de cloche du côté des instances. Interrogée par France Info hier, Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français, explique avoir anticipé cet effet JO. On n'était pas inquiets. En fait, ça fait des mois qu'on dit que il faut attendre l'effet jeu pour voir comment le public français est conquis par ces Jeux paralympiques. Ça avait été exactement la même chose à Londres. Il avait fallu attendre le début des Jeux olympiques pour sentir la ferveur. Voilà, la triple médaillée paralympique en athlétisme qui rappelle également qu'il reste des billets pour les différentes épreuves. Des billets qui en plus sont accessibles, 15 euros, 25 euros, rien à voir avec les prix exorbitants qu'on a pu connaître pour les Jeux Olympiques. Et il y a bien une raison qui explique cette immense différence de prix. L'idée, c'était d'ouvrir ces Jeux paralympiques au plus grand nombre et avec une billetterie accessible comme elle l'est. Vous venez de rappeler les différents tarifs. Vous y venez entre amis, vous y venez en famille. Et ça, c'est important aussi d'emmener vos enfants parce que c'est aussi l'objectif de ces Jeux paralympiques, c'est d'opérer un changement de regard sur la situation de handicap. Ouais, espérons que l'engouement populaire soit aussi intense que sur les 2 dernières semaines et puis qu'on souhaite plein de médailles à nos athlètes français. Mais oui, et puis de toute façon, les habitués de Sud Radio pourront continuer à suivre ce qui se passe. Merci beaucoup, Jules. On vous retrouve à 12h45 parce que je le dis, c'est le fil rouge humain de cette heure des Jeux dans tous leurs états. Mais je vous en prie, c'est un vrai compliment. Non, on a souvent parlé d'ailleurs à cette antenne dans les sujets qui sont revenus les dernières semaines d'argent, de niveau de vie des Jeux Olympiques. Il y a eu un chiffre qui nous avait stupéfait. Rappelez-vous, c'était les 40% des sportifs qui, aux Jeux de Rio, vivaient sous le seuil de pauvreté. C'était une nouveauté à Paris puisque plus aucun athlète ne vivait dans ces questions-là. Et on avait quand même interrogé des spécialistes, des anciens sportifs, mon cher Clément, sur la vie parallèle, c'est-à-dire sportif de haut niveau une fois tous les 36 du mois et mine de rien, une activité régulière à côté, c'est ça? Et oui, pour parler de ce sujet, on accueille Sébastien Guerrero. Bonjour Sébastien Guerrero. Bonjour. Vous avez participé aux Jeux Olympiques dans l'épreuve de fosse olympique, l'épreuve de tir. Vous êtes poissonnier dans la vie. Vous arrivez à concilier cette vie de sportif avec une vie professionnelle. Vous êtes avec nous donc pour raconter ce moment unique dans la vie d'un sportif. Les Jeux Olympiques, donc, on est un petit peu déçus pour vous parce que vous aviez des ambitions de médaille. Malheureusement, vous n'êtes pas parvenu à passer les qualifications. Qu'est-ce qui prédomine pour vous? La satisfaction, la fierté d'avoir fait ces JO à domicile ou bien la déception du résultat? Oui, alors bien sûr, il y a un peu les deux, parce que quand on représente son pays et qu'on va aux Jeux Olympiques, comme tous les athlètes, comme les 571 athlètes qui étaient en lice, c'est bien sûr la médaille. Il y a que rien, il y a que la médaille qui compte, mais après une énorme fierté. Et quand j'ai vu l'engouement et tout ce qu'il y avait autour, c'était extraordinaire d'être mélangé avec tous ces champions. Nous qui, voilà, si on est des sports mineurs et peu médiatisés, et puis c'est vrai que ça fait quelque chose quand on défile à côté. Elle est des champions olympiques de basket, de handball, de volley, de tout ça. C'était
extraordinaire, un engouement exceptionnel. Il faut le rappeler, Sébastien Guerrero, vous étiez, vous, au Centre National de Tir de Châteauroux pour vos épreuves. Vous n'étiez pas à Paris, donc. Qu'est-ce que vous avez pensé du public sur ces épreuves à Châteauroux? Comment ça s'est passé? C'était incroyable. J'avais beaucoup de personnes de mon alentour qui sont venues, beaucoup de passionnés de ce sport, et puis aussi toute une région qui s'est mobilisée sur Châteauroux, des curieux qui connaissaient rien, des néophytes qui connaissaient rien à la discipline et qui sont venus prendre un petit peu de saveur et prendre ce goût des Jeux Olympiques à Châteauroux. Ça a créé une ambiance exceptionnelle. Je pense que moi, sur mes épreuves, on va dire qu'il y avait entre 2000 et 2500 personnes derrière moi qui m'acclamaient, c'était de la folie pure, c'était exceptionnel. Et vous sentiez pas un petit peu loin de Paris? Je crois que vous n'avez pas pu assister à la cérémonie d'ouverture notamment. C'était pas une petite déception quand même? Alors certes, c'était une petite déception. Bon, pas pour moi, parce que la ville de Bayonne m'avait avec grande fierté proposé de sur le balcon d'ouvrir les fêtes de Bayonne. Donc c'était ma petite ouverture, on va dire. Mais non, oui, un petit peu de déception, mais on est dans l'événement, on est là pour faire un résultat. Et derrière, j'ai eu la chance quand même d'arriver à partir du 1er août sur Paris et découvrir les épreuves. J'ai vécu des moments exceptionnels. J'ai pu me rendre au 100 mètres, la finale du 100 mètres, Teddy Riner quand il est champion olympique, j'étais dans les tribunes, le cubain à la lutte, j'étais dans les tribunes, j'ai été voir du handball, j'ai été voir du volley, exceptionnel, j'ai été au tourisme olympique. Un tourisme olympique avec une ambiance, une ferveur où les gens tapaient sur les épaules et voulaient prendre des photos avec nous juste parce qu'on avait qu'on était habillés en équipe de France avec ces anneaux olympiques. C'était exceptionnel. Vous êtes passé au village olympique aussi? Ouais, alors oui, je me suis même très attardé pendant les soirées parce qu'il y avait une ambiance folle, donc on va dire que j'ai pas loupé une soirée même, non, c'était fabuleux. Ah oui. Attention aux détails, Sébastien Guerrero. Non, mais c'était exceptionnel et on se retrouvait tous les sportifs pour fêter les médailles dans cette fan zone qui était incroyable. Voilà, et puis après le Graal, le défilé au Stade de France, c'était tout simplement extraordinaire. Mais les Jeux sont pas finis puisque comme je vous ai entendu, il y a les Paralympiques. Bien et sûr. Je pense que les personnes qui n'ont pas goûté à cette ferveur et qui n'y ont pas cru au début ou pas pu y aller, allez-y, ça va être fabuleux. Il y aura des histoires incroyables. Il va y avoir une ambiance de folie pour ces Paralympiques. Voilà, les Jeux c'est pas fini. Et le retour à la réalité, le retour au travail pour vous, on rappelle que vous êtes poissonnier ambulant avec votre femme. Il est pas trop dur ce retour à la réalité? Alors il est tout frais. Vous n'avez pas un petit blues des JO? Non, pour l'instant non. Même si je me pose la question à essayer de repartir voir une épreuve de paralympique avec ma compagne qui malheureusement n'a pas pu goûter ce saveur parisienne au niveau ambiance. Donc je sais pas si je peux pouvoir essayer de prendre 1 ou 2 jours pour essayer de monter, vivre ça avec elle et lui faire partager. Mais oui, la réalité va me rattraper très très vite. Mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, une petite pause aussi sportive puisque j'ai un projet aussi de continuer jusqu'à Los Angeles. Donc allez, on va souffler un peu, on continue la vie professionnelle et puis on rattaquera le haut niveau à partir du mois prochain pour cet objectif final et ramener une médaille. Il y a clairement on sent en tout cas un objectif Los Angeles 2028. On peut le dire. Oui, parce que tout simplement, mais j'ai été marqué, j'ai été piqué par cette empreinte. J'aurais jamais cru que cet impact des Jeux Olympiques, j'aurais ressenti ça. Mais voilà, une fois qu'on a goûté à quelque chose qui est bon, on veut y repartir. Et puis ça vaut vraiment beaucoup tous les sacrifices que j'ai fait. Allez, je repars en 4 ans pour en faire amener cette fameuse médaille que je n'ai pas pu malheureusement le faire à Paris. Voilà, je suis imprégné de ces Jeux Olympiques, je les regarde différemment. C'était extraordinaire. Et comment ça va se passer du coup cette préparation? Vous faites une petite pause, vous avez dit, et on reprend derrière pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Comment ça va se passer pour vous? Ouais, alors on va faire une petite pause, on va un petit peu digérer tout ça, on va un petit peu se reposer, on va essayer de planifier sur 4 ans, essayer de faire les bonnes choses. Au niveau professionnel aussi, prendre des dispositions et pas faire n'importe quoi parce qu'on a une vie de famille à faire tourner aussi. Voilà, c'est pas trop dur de concilier les deux? Non, c'est vraiment pas évident, mais bon, j'ai une chance inouïe d'être entouré de gens, de familles et d'amis qui sont autour de ce projet-là, donc ils mettent les bouchées doubles pour m'aider aussi. Mais oui, alors il va falloir trouver une petite adaptation. Je vais essayer d'aller chercher
voilà, j'ai réussi à aller au JO à Paris tout seul, hein, accompagné de la Fédé bien sûr, sans sponsor. Voilà, je vais essayer de faire un petit peu le tour du coin pour essayer de voir qu'est-ce qui peut Vous lancez un appel pour que des sponsors viennent vous chercher, camarade Sébastien Guerreiro. Non, mais il y a moi et tout le reste. On est, voilà. C'est des projets de vie extraordinaires. Donc, j'ai réussi à aller au jeu tout seul. Maintenant, je vais demander qui peut m'accompagner pour essayer de prendre de fameuses médailles. Voilà, on est plusieurs dans ces cas-là. Voilà, c'est des parcours, c'est des projets humains et voilà, on va essayer de s'accompagner avec d'autres entreprises ou du monde un peu plus, ce que je n'ai pas fait. Voilà. Comment ça va se passer avec vos clients? Ils vont avoir le privilège d'être justement les clients d'un participant au JO quand même, on peut le dire. Ça va être incroyable pour vous de leur raconter peut-être cette expérience. Ouais, mais bien c'est sûr. Alors c'était une grande fierté pour eux parce que j'ai continué à travailler. Je pense que jusqu'au 15 juin, donc j'étais à oui. Donc les gens on y était quoi. Donc ils se demandaient ce que je faisais là, même encore. Mais tu es pas en prépa? Si. Je travaille ce matin. Je vais faire du haut niveau cet après-midi. Donc c'était un échange fabuleux. C'est des gens avec une grande fierté. J'ai senti l'engouement que ça pouvait apporter. J'aurais jamais cru autant. Toutes les personnes que je croisais, avec une sauce à la bouche et puis même moi, c'est écrit partout. Il y a des voilà, sur toutes les cartes bleues, il y a les anneaux olympiques, sur les poches de n'importe quel supermarché, c'est des sponsors des jeux. Non, on y est, c'est une ambiance. Et je pense que le pays a bien répondu et tout le monde s'est pris à ces jeux. Et si vous aviez une petite anecdote à nous raconter sur le village olympique, sur la cérémonie de clôture pour nos auditeurs? Ah, la cérémonie, là, c'est les anecdotes. Bon, il y en a plein, il y en a plein. C'est vraiment là, voilà, quand on fait partie quand on porte ce même maillot là, il y a plus de stars. J'avais des Teddy Riner, j'avais des Antoine Dupont, j'avais les champions olympiques de toute discipline, le volley. On avait les basketteuses qui ont failli faire un exploit, qui sont à côté, qui nous tapent sur l'épaule. On mange entre nous. C'est incroyable, c'est incroyable le mélange de tout sportif. On est sur la même bannière et c'était exceptionnel. Tout le monde est abordable et tout le monde en fait, tout Français aime ces Jeux Olympiques et tout le monde rêve d'y participer parce que c'est pas parce qu'on est un grand champion, mais malheureusement les places sont très chères. Donc il y en a plein qui sont pas qualifiés. Et on a vraiment cette chance, quoi. Alors on voudrait redonner le flambeau et j'espère que ça va marcher pour ces paras et ça va être une fête exceptionnelle, les Paralympiques. Et vous avez eu les petits cadeaux pour les athlètes, le petit smartphone, il me semble, le petit smartphone pliable, vous avez eu tout ça? Ouais, bien sûr, on a été très gâtés avec les petits cadeaux des sponsors. On a été vraiment mis vraiment sur. Non, c'était extraordinaire. Bon, les pins, j'en avais plus au bout de 2 jours parce que l'attraction des. Vous avez fait du trafic de pins, Sébastien Guerreiro, c'est ça? De pins avec les volontaires qui ont fait un boulot exceptionnel. Voilà, et non, c'était fabuleux, cette ambiance, ces photos qu'on a pris, ces échanges de pins. Vous êtes devenu une star le temps de petites semaines finalement. Incroyable, hein. Même au Stade de France, on tapait dans les mains. Justement, on rappelle que vous êtes le participant aux Jeux Olympiques dans l'épreuve de la fosse olympique. C'est du tir. Vous êtes poissonnier à l'heure où vous nous parlez. Qu'est-ce que les gens vous disent le matin? On va chercher leur sol, leurs crevettes et. Déjà une grande fierté après bien sûr un peu déçu aussi du résultat parce qu'il n'y a que le résultat qui compte, on est bien d'accord, c'est les médailles, on regarde le tableau des médailles, donc oui, mais après une chance extraordinaire et puis les gens ont suivi tous les sports. Voilà, ce que j'en ressors, c'est que il y avait, tout le monde regardait tout, quoi. Le moins de Français qui ça étaient crée une serveur universelle, oui. Ouais. Il y en avait qui connaissaient rien et qui regardaient ce sport-là parce qu'ils étaient derrière ce Français et puis c'était extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Ils ont vraiment vibré sur cette quinzaine magnifique, quoi. Merci Sébastien Guerreiro. Merci beaucoup. Et on a entendu votre appel. Vous voulez, et on va vous trouver ici sur Sud Radio, des sponsors pour aller jusqu'à Los Angeles en 2028. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et si jamais on passe dans... Vous êtes dans quel coin exactement? Ah ouais, alors moi je suis sur le marché de Bayonne, du Boucau, de Ambre, voilà, dans le Pays Basque, dans le sud. Auditeur de Sud Radio et camarades, vous avez l'adresse de la poissonnerie olympique à trouver du côté de Bayonne. Merci beaucoup Sébastien Guerreiro d'avoir été avec nous.
Bonne journée. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio avec toujours le camarade Jules Boscherini. C'était il y a quelques temps. Vous verrez un événement majeur dans les Jeux Olympiques et puis justement les Jeux Paralympiques qui arrivent. On sera avec l'ancienne championne paralympique de paranatation sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Ensemble en direct, c'est la dernière ligne droite. Vous suivez aussi les Jeux Paralympiques en direct sur Sud Radio et on retourne voir le camarade Jules. Eh oui, les Jeux Paralympiques, on y est. Ça débute le 28 août prochain et ça va durer jusqu'au 8 septembre. Il va donc falloir patienter encore un petit peu, mais c'est l'occasion pour vous, Jules Boscherini, de revenir sur certaines des performances qui ont marqué les paras. Et on va s'attarder sur une performance de nos Bleus aujourd'hui, direction les Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021, avec cette finale de tennis fauteuil entre la France et la Grande-Bretagne. On va écouter d'ailleurs la balle de match qui permet à la paire Stéphane Houdet et Nicolas Pfeiffer de s'adjuger l'or. Donc il y a un petit moment de flottement sur cette balle de match, puisqu'on ne sait pas si la balle est bonne ou pas. Et puis la délivrance va arriver dans quelques secondes. Et ben voilà. Une très grosse performance des tricolores qui s'imposent en 3-7 après 3h25 de combat. Le match est pourtant un peu compliqué, mais cette paire a de la ressource. N'oublions pas qu'ils sont champions paralympiques en titre après l'or décroché à Rio en 2016. Alors vous nous avez teasé ça, Jules, on a envie d'en savoir plus. Rappelez-nous un petit peu ce qui s'est passé dans ce match. Ils parviennent donc à s'adjuger le premier set dans la douleur avant de se faire surclasser 6-0 dans le second. Le troisième set est tout aussi compliqué pour les deux compères qui ne lâchent rien et parviennent à revenir à 6 partout. Et ça veut dire tie-break. Exactement Clément, cette finale est plus qu'indécise. On joue donc un tie-break. L'issue de ce jeu décisif, vous la connaissez puisque vous l'avez entendu. Et puis à Paris, Stéphane Houdet va tenter d'aller chercher une nouvelle médaille d'or en double. Ce serait la 4e. Cette fois, c'est avec Frédéric Cataneo que le natif de Saint-Nazaire défend ses titres. Eh ben on verra ça, on espère une médaille en tout cas pour Stéphane Houdet. On continue Maxime avec les Jeux Paralympiques. Exactement, alors que les Jeux se sont terminés, vous le savez, on va continuer sur Sud Radio en direct pendant 1 heure entre midi et 13h à vous faire vivre justement ces Jeux Paralympiques qui, comme vous le voyez avec les différents invités qui se succèdent au standard et dans ce studio, vont être également un événement à tous les niveaux et nous sommes avec vous Ludivine Munoz, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne championne paralympique de paranatation, désormais responsable de l'intégration paralympique et de l'accessibilité. Alors Ludivine Munoz, combien de sites vont accueillir déjà ces Jeux Paralympiques ? C'est un petit peu moins que les Jeux Olympiques, c'est ça ? Effectivement, alors 19 sites vont accueillir les Jeux Paralympiques, puisque les Jeux Paralympiques, c'est 22 sports. D'accord. Et puis comme aux Jeux Olympiques, vous avez aussi des épreuves sur route qui vont se passer avec le marathon paralympique et le paracyclisme sur route. Donc on aura tous les sites en région parisienne, si j'ai bien compris, c'est ça ? Alors en plus, nous avons bien sûr tout en région parisienne et nous avons bien sûr le paratir sportif qui sera à Châteauroux. Ça n'avait pas de sens d'emmener les athlètes paralympiques dans toute la France et notamment pour le cécifoot qui est l'équivalent du football qui lui se retrouvera au pied de la Tour Eiffel. Et d'un point de vue logistique, vous en parlez d'ailleurs du cécifoot. Certains sites vont être transformés. Il y avait ce site du stade Tour Eiffel, on avait le beach volley. Ça va être transformé. Comment ça se fait un petit peu cette organisation, ces transformations des sites ? Comment ça s'est opéré ? Alors oui, on appelle ça la transition. On est tous, ça y est, mobilisés sur cette transition passée d'olympique à paralympique. Et puis forcément, donc le sable du beach volley va être retiré pour accueillir le stade du cécifoot où là, on a dû stabiliser avec des barrières qui s'installent autour parce que les joueurs de cécifoot, ont la balle qui viendra toucher les parois du terrain. Et c'est ainsi qu'on transforme tous les sites pour adapter au sport paralympique qui est attendu. Alors c'est à chaque fois le même site. Alors on vient de parler là de cette exception de cécifoot, mais sinon on accueillera par exemple la para-équitation au château de Versailles après l'équitation et nous avons bien entendu la para-natation à l'Arena La Défense après la natation. Finalement on sera un petit peu sur la même configuration que les JO. Oui, on est complètement sur la même configuration que les JO. Alors, il y a aussi des grosses adaptations en termes de signalétique, puisque vous avez les anneaux olympiques qui vont laisser leur place à l'emblème des Jeux Paralympiques, que sont les agitos. Et puis, forcément, il y a un gros travail à faire aussi de nettoyage au visage,
puisque le village va bientôt accueillir les athlètes paralympiques qui arrivent quelques jours avant la cérémonie d'ouverture du 28 août pour justement être accueillis dans une zone toute propre, toute récente, pour leur montrer qu'on les attend pour les Jeux paralympiques. Les paras auront donc le droit eux aussi à ce village olympique, ce fameux village olympique. Exactement, c'est le village des athlètes qui va les accueillir. Alors il est un tout petit peu plus réduit puisqu'on accueille 4400 athlètes pour les 22 disciplines côté paralympique. Donc la partie île Saint-Denis va être fermée, ne sera pas ouverte aux opérations. Et donc c'est pour ça que le village va être très concentré, ce qui va être très pratique pour les athlètes paralympiques. Et puis il ne faut pas oublier qu'on transforme bien sûr la place de la Concorde en vue d'attendre cette fameuse cérémonie d'ouverture le 28 août qui va juste être incroyable. Comment elle va se passer cette cérémonie d'ouverture pour les Paralympiques? On peut avoir des petites infos en exclusivité sur Sud Radio. Voilà, on est d'accord que je ne vais pas pouvoir vous donner tous les petits secrets parce que justement on a vraiment un souhait que les Français... Si vous voulez pas donner les petits, donnez que les plus gros. Moi je suis preneur, il n'y a pas de problème. Alors en fait, c'est assez extraordinaire, c'est que ça commence par un défilé au bas des Champs-Élysées. Les athlètes paralympiques avec les agitoses dans le dos qui sont déjà affichés depuis le début des Jeux Olympiques en haut de l'Arc de Triomphe vont pouvoir défiler en bas des Champs-Élysées et là le public va pouvoir venir directement les accueillir puisque là c'est ouvert gratuitement au public et puis après forcément le spectacle incroyable toujours sur la direction artistique de Thomas Joly va nous permettre de sublimer les athlètes paralympiques venus de 171 pays différents pour pouvoir les accueillir pour la première fois de l'histoire une cérémonie d'ouverture paralympique en ville. Elle va durer combien de temps cette cérémonie? Elle sera aussi longue que les JO ou pas? Oui, on est sur un timing de 3 heures. Alors forcément, il y a un moment de défilé des athlètes parce que c'est là, dans l'esprit de chaque athlète, c'est le lancement des Jeux. Ça, c'est incomparable quand on est athlète. C'est vraiment le moment qu'on n'oublie jamais dans l'histoire de sa vie. Moi, je me rappelle de chacune de mes 3 cérémonies d'ouverture où vous rentrez dans le stade acclamé par le public et ça y est, on se dit tous dans notre tête, on y est. C'est notre moment. Demain, on commence nos épreuves. Et il ne faut pas oublier que toutes les épreuves qui sont disponibles aujourd'hui, c'est des 15 €. Ça, c'est vraiment important avec des passes découvertes qui vous permettent des 24 € d'aller voir plusieurs disciplines à Paris Centre ou à l'Arena Paris Sud, porte de Versailles. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a une offre famille des 24 €, 2 billets achetés pour les adultes, c'est 10 € pour les enfants de moins de 12 ans. Et vous avez déjà eu des artistes, comme on a pu en voir lors de la cérémonie d'ouverture ou de clôture, qui ont souhaité, qui se sont manifestés auprès de vous justement pour être présents aussi lors de cet événement? Et oui, forcément. On a historiquement, quand vous regardez les artistes qui étaient présents dans les autres cérémonies d'ouverture paralympiques, c'était forcément les artistes les plus attendus du pays. Donc là, pareil, je resterai sur le teasing et je laisserai à Thomas Joly la chance de nous faire découvrir ces nouveaux artistes qui sont très excellent teasing, David Munoz. Excellent teasing. Il y a le parc des champions à côté du Trocadéro où étaient célébrés parfois les médaillés au JO qui va être démonté. Est-ce que vous le regrettez un petit peu ou non? Non, au contraire. Nous, on donne rendez-vous aux Français, aux pays du monde entier à venir justement célébrer les athlètes dans les stades. Venons déjà remplir les stades pour soutenir les médailles. Il ne faut pas oublier aussi le Club France. Le Club France, pendant la partie paralympique... Il va rester ce Club France où il y a eu des magnifiques célébrations d'ailleurs. Tout va rester. Exactement, et c'est là qu'on accueillera tous les athlètes médaillés. Le Club France, qui sera également le plus grand aussi lieu des plateaux télévision. Donc c'est vraiment le lieu de rendez-vous. Au moins, on n'a pas besoin de se perdre pendant les Jeux paralympiques. Soit on va au stade soutenir les athlètes, soit on vient directement au Club France. Et puis on n'oublie pas, pour toute la France et tous les départements aussi, les fameux Club 24, 70 clubs sont repris pour célébrer les fan zones qui célèbrent les athlètes paralympiques en région et dans les départements qui vont aussi nous soutenir derrière ces Jeux paralympiques et on l'espère, cette moisson de médailles françaises, comme le dit Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique. Voilà, top 8 avec possiblement 20 médailles d'or. Voilà l'objectif du comité paralympique. C'est ce que j'allais vous dire, oui, 20 médailles d'or. Oui, 20 médailles d'or attendues. Alors on croise tous les doigts pour en avoir un peu plus. Bien sûr. Évidemment. Et cet engouement autour des JO, est-ce que vous espérez donc qu'il va se poursuivre? Tony Estanguet a dit qu'il y avait la moitié de la billetterie hier qui était déjà vendue, c'est bien ça? Oui, je vous confirme. Et puis alors, les chiffres en ce moment sont en train d'exploser. C'est ce que nous disait le camarade Jules Boscarini tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Combien aujourd'hui, actuellement, à l'heure où on se parle, combien de billets vendus déjà? On est toujours sur une dynamique qui annonce toujours 1,4 million vendus et on se rapproche des 1,5 million, là c'est imminent.
Formidable. Merci beaucoup Ludovine Munoz d'avoir été avec nous, ancienne championne paralympique de paranatation, désormais responsable de l'intégration paralympique et de l'accessibilité. On a bien compris en tout cas, véritable engouement et véritable attente autour de ces Jeux paralympiques que vous pourrez évidemment suivre en direct et tout au long de cette durée sur Sud Radio et toujours avec le camarade Clément Arion en tout cas jusqu'à la fin de la semaine dans ces Jeux olympiques dans tous leurs états. On se retrouve demain mon cher Clément, évidemment, à midi, même heure, même endroit. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.